Depuis 2016, une actualité occupe le devant de la scène, la question anglophone, plutôt une question dite aujourd'hui camerounaise. Quelles sont les solutions avancées par le gouvernement, mais surtout, que propose l'opposition? Pour en débattre, vous allez voir, aujourd'hui nous recevons des invités qui vont venir décrypter les réactions de la diaspora sur la crise dite anglophone. Bienvenue sur Canal 2 International, vous êtes sur Regard Extérieur. Au réveil on est nerveux et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 2 International. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Regard Extérieur. La crise dite anglophone, quelle réaction de la diaspora? Pour cela, je reçois des invités, mais j'aurai également des invités par téléphone qui vont intervenir sur ce sujet ô combien brûlant. D'abord, pour commencer par l'ordre évidemment de présentation, je commencerai par Madame Véronique Lehmann. Je rappelle que vous êtes déléguée à la communication du RDPC de la section France Nord. Bienvenue. Merci. Ce n'est pas la première fois que vous venez, mais en tout cas, je suis ravie de vous recevoir pour ce débat qui est très important et surtout la place du RDPC dans ce débat est à signifier. Merci encore. Permettez-moi de vous remercier pour toutes les dispositions que vous avez prises pour que je sois sur ce plateau et j'espère qu'on aura un débat constructif. Je vous en prie, j'espère, je peux compter sur vous. Ensuite, Monsieur Augustin Tchamenei, je rappelle que vous êtes donc membre de la coordination MRC Europe, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bienvenue. Merci, bienvenue. Ce n'est pas la première fois, mais en tout cas, bienvenue. Ouais, ce titre-là, c'est la deuxième fois. Très bien. Et puis enfin, pour la première fois, Jean Crépin-Niamsi, je rappelle que vous êtes directeur de la coordination du mouvement Cabral-Libye et vous êtes également chargé de communication auprès du CODE, le collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora. Bienvenue. Bienvenue, merci madame, merci, c'est la première fois d'être sur votre plateau et je pense que le débat, comme disait madame tout à l'heure, ce sera enrichissant, ce sera intéressant et nous allons respecter notre prise de parole afin que chacun puisse s'exprimer et donner son point de vue par rapport à ce qui nous réunit ici. Eh bien, j'espère bien. Ensuite, ça me permet d'introduire donc Monsieur Moïse Esso qui est au téléphone avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes coprésident du Front uni de la diaspora pour une alternative au Cameroun. Vous êtes également membre du bureau politique de l'UPC Manidem. Et enfin, vous êtes secrétaire aux délégations extérieures, aux relations extérieures du CODE. Vous nous entendez, Moïse? Oui, je vous entends bien. Jean Crépin, je ne parle pas beaucoup tout à l'heure, mais je salue les auditeurs et les auditrices et les téléspectateurs. Ok, très bien. Alors, je vais commencer, s'il vous plaît, par passer la parole à Madame Lehmann, parce que ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on a eu donc l'information, ça a été confirmé, en tout cas, on a eu la note du président de la République, qui a donc ordonné la libération, n'est-ce pas, des nommés donc Congo Félix Agbor, Fotem Arfort Tekea Neba, j'espère que je vais y arriver, et des autres personnes interpellées dans le cadre des violences survenues ces derniers mois. Est-ce que vous ne diriez pas quand même, Véronique, que c'est le fait du prince? Non, je m'inscris en faux contre cette expression. Je pense que le geste du président de la République, qui a un homme d'apaisement, qui, au bout d'une réflexion, je suppose, a pris la décision qu'il fallait prendre, même si d'aucuns trouveront toujours quelque chose à dire, une décision d'apaisement, d'humanisme, une décision... je vais prendre une analogie. Quand vous avez un enfant qui est en souffrance, qui vous demande de l'aide, vous n'allez pas le mettre en prison, vous allez l'écouter, vous allez prendre une décision pour l'écouter, pour écouter ses revendications, vous allez apaiser et vous allez vouloir que vous dialoguez sur ce qui ne va pas. Et je pense que cette décision nous dit une fois de plus qui est le président Paul Biya, un homme qui entend malgré tout ce qu'on peut lui dire, on peut lui prêter, qui a le souci de réunir tous les Camerounais. Rappelons que je représente le RDPC ici, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'insiste sur le nom peuple, quelle que soit son identité, sa langue et la situation. Le président Paul Biya est très attaché à ces idéaux d'apaisement, de paix et d'humanisme. Très bien. C'est plutôt donc par apaisement qu'il a fait
qu'il a pris cette décision. Alors dans la note qu'on a vue, le chef de l'État réaffirme néanmoins sa détermination à combattre sans relâche les ennemis de la paix et du progrès. Je voudrais revenir sur le fait que ces personnes sont d'abord passées par le tribunal militaire. Le tribunal militaire qui est une juridiction d'exception. Nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Le président de la République est garant des institutions, il est garant de la préservation de l'ordre public. Autant le tribunal militaire peut paraître disproportionné, autant dans un trouble à l'ordre public où il y a de la confusion, il faut sauvegarder la paix, il est garant des institutions, donc le tribunal militaire est une juridiction d'exception qui, pour le coup, permet de prendre du recul, d'avoir un jugement d'exception. Dans un pays où on lutte contre Boko Haram, les restrictions des libertés, même dans les sociétés les plus civilisées, peuvent être des mesures d'exception dans un contexte comme celui-là. Très bien. Merci beaucoup. Donc, apaisement, et puis le chef de l'État est humanisme, par contre, rigueur et détermination pour les fauteurs de troubles contre la nation camerounaise. Très bien. Je vais d'abord faire réagir, messieurs, je vous demande juste un peu de patience. Je vais d'abord faire réagir Moïse Esso. Que pensez-vous justement de cette libération ? Je pense que c'est une libération. En tout cas, moi, je nous félicite. Je félicite les leaders anglophones qui, par leur détermination, ont réussi à, en tout cas pas ceux qui étaient seulement en prison, mais tous ont réussi à forcer un peu M. Paul Biya à ce geste. Donc, qui n'est qu'en fait pas une faveur, hein, parce qu'on le présente comme un geste de faveur, d'apaisement. Ce n'est qu'une réparation d'une injustice. Parce que si effectivement ces leaders ont été emprisonnés pour des raisons justifiées et fondées, parce qu'on ne met pas les gens en prison s'il n'y a pas d'éléments fondés, ça veut dire que le président de la République passe outre la justice et libère des gens qui sont en principe censés être retenus. Donc on voit déjà que même dans ce geste-là, il y a une forme d'incohérence. Il faut aussi dire que on ne l'a pas assez dit. Un communiqué du gouvernement a indexé la SCBC, la Southern Cameroon Broadcast Corporation TV, qui lance un boycott pour la rentrée du 4 septembre. La rentrée, c'est dans quelques jours, et il y a une recrudescence de l'expression des sécessionnistes. Je dis tout de suite que je ne soutiens pas en termes de la sécession, mais ils sont là, dans la diaspora. Donc, le régime camerounais, comme d'habitude, c'est sous la contrainte que le chef de l'État a fait ce geste. Ce n'est pas comme le disait tout à l'heure Madame Lehmann, comme si... vous ne pensez pas que ça va apaiser un peu la situation ? Non, c'est-à-dire que justement, la stratégie du régime, c'est de diviser en quelque sorte tous ceux qui sont ensemble, puisqu'il y a une partie des gens qui va continuer à lancer le boycott pour la rentrée académique, alors que certains vont estimer, et à juste titre, hein, je ne dis pas que c'est mauvais, mais certains vont estimer qu'il y a eu un geste, donc nous aussi on doit faire un geste, on doit aller à l'école. Donc là, vous voyez bien qu'on n'est pas dans une forme d'humanisme, de bienveillance, on est dans un rapport de force, comme dans une négociation syndicale, politique, dans une négociation pour former un gouvernement d'union et tout ça. C'est un rapport de force. Et le régime camerounais vient de céder à une pression. Donc, effectivement, ça peut créer un sentiment d'apaisement. Je ne dis pas que c'est une conséquence qui n'existera pas, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est une volonté magnanime du prince de l'avoir fait. C'est parce qu'il y a été contraint. Donc, il n'y a que la lutte qui paye et il n'y a que la contrainte qui peut faire bouger ce régime. C'est la leçon essentielle du geste, comme on dit, que M. Biya a posé. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Esso. Je vais commencer par vous, Augustin Tchouaméni. Je rappelle que vous êtes membre donc, du MRC. Que pensez-vous de cette décision du président de la République, Paul Biya, de la libération des prisonniers? Écoutez, moi je vais partager l'analyse des deux précédents intervenants, mais je vais répondre aussi rapidement à ce qu'a dit Mme Lehmann concernant cette libération. Elle a présenté cela comme étant un geste d'humanisme, comme étant un geste d'apaisement, etc. Enfin, en rappelant les louanges du président Paul Biya. Enfin, je crains qu'on entende ça très souvent sur ce plateau, ce ne serait pas nécessaire. Ce que je veux dire concernant ces libérations est que pour moi, évidemment c'est un événement pour les familles, parce que ça va leur
permettre de retrouver leurs proches. Mais il faut aussi rappeler que les personnes qui ont été libérées sont, si vous voulez, on n'a pas libéré toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette crise. On a fait une libération parcimonieuse et très spectaculaire, qui traduit une fois de plus l'improvisation dans la façon dont cette crise est gérée, l'incapacité du gouvernement et du président de la République à gérer cette crise, dont il est lui-même la cause. Il faut le dire, hein. Il est la cause, mais il est incapable de résoudre. Vous avez vu récemment, il y a eu une délégation de personnalités qui sont venues en diaspora pour chercher à expliquer je ne sais quoi aux Camerounais, pendant que les Camerounais sont dans la situation de crise dans la région anglophone, alors que c'est là-bas qu'il faut trouver des solutions. Donc moi je pense que cette libération, c'est folklorique, c'est folklorique, c'est spectaculaire, c'est fait pour amuser la galerie, parce qu'en réalité, on présente là comme un geste d'apaisement, comme si on a quelque chose à reprocher aux personnes qu'on avait interpellées. Je signale qu'il n'y avait pas d'inculpation officielle contre ces personnes-là qui ont été arrêtées. Pour certains d'entre eux, c'était des personnalités de l'État, puisqu'il y a un haut magistrat de la Cour suprême d'entre les personnes concernées. Et j'ai d'ailleurs vu hier sur la télévision comment est-ce que ces hommes étaient affaiblis en sortant de prison par la torture qu'ils ont subie pour n'avoir rien fait. Je pense que c'est trop. Honnêtement, ce que je peux dire pour conclure sur ce point est que Mme Lehmann a assimilé tout à l'heure nos compatriotes anglophones aux terroristes, puisqu'il n'y avait pas de contexte d'exception où Boko Haram sévit et qu'il faut le tribunal militaire, etc. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de cafouillage. C'est très cafouillé la façon dont la crise anglophone, appelons ça comme ça, est gérée, et la façon dont en particulier le président Paul Biya s'implique dans cette affaire. Il arrive aujourd'hui, au lendemain d'une audience qui était prévue pour être l'audience, justement des personnes interpellées dans le cadre de cette crise. Et l'audience a été reportée exprès pour des raisons qui sont méconnues, mais finalement connues, puisqu'on sait que c'est parce qu'il y avait un décret en préparation. Alors, il aurait pu, ne serait-ce que par élégance, laisser le tribunal militaire, fut-il, se prononcer pour dire que ces personnes n'ont rien fait, on les libère, pour donner un semblant d'indépendance à la justice camerounaise. Mais comme lui, il ne fait jamais semblant, il fait les choses à fond, donc quand il faut tricher, il va faire un décret pour qu'on applaudisse, etc. Ceux qui applaudissent, évidemment, c'est ceux qui le connaissent mal. Ou alors ceux qui veulent chanter, c'est loin. Mais en aucun cas, c'est un geste qui est salutaire de rien du tout. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, effectivement, se féliciter du fait que ces personnes soient remises en liberté. Tout à l'heure, Moïse Esso a parlé de réparer une injustice. Non, ce n'est pas une réparation. L'injustice, elle est grave. Arrêtez d'interpeller les compatriotes qui n'ont rien fait, qui ont juste revendiqué. Mais c'est légitime de dire qu'on n'est pas content. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content et se retrouver en prison pour rien. Je veux dire que dans un pays normal, on ne peut pas dire qu'on revendique le fédéralisme et se retrouver en prison. Étant entendu évidemment que tous ne sont pas sécessionnistes. Voilà. Donc pour moi, c'est une libération qui est salutaire pour les personnes, pour les familles, mais en aucun cas, on doit considérer que c'est un geste d'apaisement parce que le problème de fond demeure et il faut bien le régler. Très bien. Jean Crépin-Yamsi, je rappelle que vous êtes le directeur de la coordination du mouvement Cabral-Libye. Vous avez suivi ce que viennent de dire les autres invités. Que pensez-vous de la libération prononcée par le chef de l'État, Paul Biya? Ce que je pense par rapport à la libération du mouvement, de la libération des anglophones, oui, des prisonniers, il faut d'abord placer le contexte placer les choses dans son contexte. D'où part le problème et pour qu'on arrive jusqu'à ce niveau. Monsieur Augustin Tchouameni venait de dire tout à l'heure quelque chose qui est très intéressant. On parle aussi par rapport aux confrères et aux camarades de Maurice Esso qui parlaient de la réparation de justice. Mais non, je pense que le problème est profond. Voilà des gens que le système a engagé une discussion. Et un beau matin, on stoppe la discussion, on prend des gens, on met en prison. Le problème se dégénère de l'autre côté. On ne cherche pas à dialoguer. Pas de dialogue. Fin de la discussion, on vous met en prison. Au lieu de calmer les choses, on se retrouve au niveau international. Au niveau international, donc il y a le Code, il y a le CCD, Candiac, toutes les associations combattantes se mettent la pression, bouscule, les anglophones bousculent, tout le monde bouscule, et il faut humilier d'abord le Cameroun sur le plan international pour que Biya puisse prendre une décision aussi importante, alors qu'il aurait pu calmer les choses
chercher un terrain de dialogue avec nos frères, nos compatriotes anglophones. Et je rebondis par rapport à l'intervention du professeur, donc du docteur Michel, qui parlait, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a que le problème anglophone au Cameroun. C'est quoi le problème anglophone? C'est quoi le problème francophone? Ça dit, il y a des problèmes dans tous les compartiments au niveau du Cameroun. Et là, il faut contextualiser les choses, il faut placer le débat là où il est. Ce n'est pas, comme disait Mme Lehmann, ce n'est pas un apaisement. Parce que pour moi, on n'a pas parlé d'apaisement. De l'humanisme, je ne pense pas. La détermination par rapport à quoi? L'apaisement, je terminerai en disant que pour moi, c'est peut-être une bonne chose pour les familles. Moïse Sow parlait de la rentrée scolaire. Oui, parce que le gouvernement... Le boycott, parce que le président Biya se trouvait, ça dit, il y a une situation. Si les prisonniers n'étaient pas libérés, il n'y a pas rentrée scolaire. C'est dit le 4, le 5, je ne sais plus. S'il n'y a pas libération, donc il voulait libérer des prisonniers politiques. Peut-être geste d'apaisement, peut-être pas, mais c'est une contrainte. Il était obligé, il n'avait pas le choix. Parce que s'il maintenait des prisonniers en prison, on ne devait pas avoir la rentrée de l'autre côté. Peut-être maintenant, il a tendu la pêche, on va voir de l'autre côté. Mais pour qu'on arrive à un dialogue franc, il va falloir discuter. Pour qu'on arrive à un apaisement, il faut discuter. Mais là, on ne peut pas parler d'apaisement parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a juste une libération. Ils ont d'abord fait quoi pour être libérés, pour être d'abord en prison. Donc moi, je comprends pas pour ça. Donc pour vous, ce n'est pas du tout une stratégie pour apaiser les tensions qui règnent, pas du tout. Vous rejoignez donc M. Augustin Tchouameni. C'est une stratégie politique pour vous et il n'y a pas de justice finalement indépendante. Ce n'est pas une question de justice indépendante. On a libéré des prisonniers politiques. Oui, on est bien d'accord. Les familles sont contentes. On a vu des familles hier qui, voilà, ils sont contents. Mais est-ce que le problème est réglé? C'est ce que disait justement M. Michel Olinga. Oui, bien sûr, on va laisser d'abord Mme Véronique Lehmann rebondir. Je souriais parce que le président Paul Biya est responsable de tous les maux de la terre. Je dirais de tous les maux de la terre. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas un geste d'apaisement, qu'il a été contraint de libérer les prisonniers? Je voudrais juste faire quelques rappels des mesures qu'il a prises depuis le début de la crise. Recrutement de 30 auditeurs de justice. Création d'une commission. On a dit qu'on était civilisé, qu'on essaye de... On va se battre pour rester calme. Je vais égrener la liste des mesures et ensuite, je rappellerai quand même un contexte historique dont a hérité le président Paul Biya avant d'arriver à la magistrature suprême. Parce que diriger un pays comme le Cameroun, qui a été brassé par la colonisation, depuis le protectorat allemand, la Société des Nations, la France et les Britanniques, ce n'est pas simple. Donc aujourd'hui, essayons de ne pas avoir de l'amnésie et de rappeler qu'il y a quand même un contexte historique qui est pesant. Recrutement des auditeurs, nomination à la Cour suprême d'un de nos frères. Moi, je dis toujours frères, c'est important qu'on remette la fraternité autour des débats. Parce qu'on est tous Camerounais et je pense que chacun de sa place a besoin que le Cameroun évolue. En tout cas, je pense qu'autour de cette table, on est au moins unanime. Vous avez vu des vidéos? Vous avez vu des vidéos sur Internet? Vous me laissez terminer, monsieur Yamsi. Ayez déjà la correction de respecter. On se respecte entre nous. Okay. Et je suis une dame. Je suis la seule invitée sur le plateau. Donc permettez que je profite de mon privilège d'être dame. La nomination d'un président de la Cour suprême. Ça, c'était l'une des mesures. La création de la commission de multibilinguisme. On est d'accord. Un recrutement en concours spécial qui va contre l'égalité devant le recrutement, devant les modes de recrutement dans la fonction publique. Mais enfin, quand ça arrange, M. Paul Biya fait du prince, quand il fait des recrutements, des concours spéciaux, personne ne dit rien. Mais quand il libère, on dit c'est pas. Mais à la fin, donc, il est responsable de tous les maux de la société camerounaise. Oui. Non mais franchement, soyons sérieux. On va les laisser répondre, Madame. Donc, je voudrais rappeler qu'il y a quand même un contexte historique qui est douloureux. Il y a certains noms dont je ne voudrais pas. Moi, je suis originaire du pays Eton,
André-Marie Mbida, il y a eu des élections, il y a eu des morts, des gens qui sont morts pour le Cameroun. Nous n'allons pas retourner 60 ans en arrière pour des acquisitions. Pardonnez-moi, mais moi j'ai envie de voir un Cameroun qui avance, pas un Cameroun qui recule. Je ne refuse pas qu'il y ait une question anglophone. Je ne refuse pas, je dirais même qu'il y ait une question camerounaise. Mais je veux aborder les choses sur l'angle de la création d'un État social. On a passé les années à bâtir un État démocratique, un État de droit. Maintenant, il va falloir prendre les choses par le bout de la création d'un État social et de la question sociale. Très bien. Alors, avant que Moïse et Michel, vous allez pouvoir aussi intervenir, je vais laisser M. Augustin Tchouaméni répondre. Moi, je vais comprendre. Vous dites que oui, il y a eu des morts il y a 60 ans en arrière. Moi, je ne suis pas là pour révéler les mots historiques. Il y a eu des morts récemment dans les régions anglophones. Des personnes qui sont levées pour revendiquer, on leur a tiré dessus à balles réelles. Et c'est sous la direction de notre président. Donc il faut arrêter de raconter des choses, il faut ayer la pudeur de soutenir des choses qui sont insoutenables. Vous ne pouvez pas dire qu'on a créé la commission de bilinguisme, qu'on a recruté 60 auditeurs, mais pourquoi faire? Ce n'est pas ce dont on parle. On ne peut pas vous dire que quelqu'un ne peut pas vous dire que j'ai besoin de boire de l'eau, vous lui donnez je ne sais pas, du carburant à boire. Donc, ce qu'on demande, ce que les anglophones demandent aujourd'hui, et d'ailleurs même, tout à l'heure, un intervenant a dit que c'est un problème qui d'abord camerounais dans son intégralité. Monsieur Michel Olinga. Même si la particularité anglophone était relevée, mais on sait très bien que le Cameroun est divisé. C'est ce que nous appelons, nous, dans la réforme du MRC, organiser le vivre ensemble. Ça n'existe pas au Cameroun. Ce que les anglophones subissent aujourd'hui, la région du Nord pourrait revendiquer la même chose, l'Est, et sectarié patati patata. Mais les anglophones, c'est accentué par le fait de la langue, par le fait qu'ils se sentent en communauté, du fait qu'ils parlent une langue et qu'ils ont été très longtemps marginalisés. Vous dites qu'on a hérité, il a hérité du contexte historique qui était difficile, j'en doute. Je pense que ça fonctionnait bien mieux avant lui, avant qu'il n'arrive. Il n'a fait qu'aujourd'hui, déstructurer les choses qui étaient déjà bien établies. Je rappelle ici que les anglophones, ce qu'ils demandent, eux, ce n'est pas conloquer les auditeurs. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir avoir dans la région qui les concerne des magistrats qui comprennent la langue dont ils parlent, d'avoir des enseignants qui parlent la langue dont ils ont besoin. Et vous trouvez que les mesures donc, annoncées par Mme Véronique Lehmann, qui ont été mises en place par le chef de l'État, ne sont pas des mesures qui répondent déjà aux premières revendications, qui étaient aux revendications pour la traduction notamment? On ne peut pas dire que ce sont des mesures qui sont inutiles, d'accord? Mais ce qui est gênant, c'est qu'il est attendu qu'il y ait autant de désastres, avec des morts de personnes comprises, pour faire ce genre de mesurettes, j'ai envie de dire. Mais les vraies mesures de fond sont là. Au départ, les anglophones ont dit, nos confrères de population anglophone ont dit, ils veulent le fédéralisme. Ils veulent sentir une certaine répartition dans le pouvoir, la façon de diriger le Cameroun. Alors, évidemment, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure solution, mais en tout cas, c'est leur besoin. Alors, on doit pouvoir discuter de cela avec eux. On doit pouvoir leur expliquer pour quelles raisons. Vous pouvez faire 200 mesurettes. Je vous rappelle quand même qu'il y a une mesure de fond qui existe depuis 1996, qui est la décentralisation intégrée dans la Constitution du Cameroun, mais qu'on n'en a jamais rien fait. Vous pouvez créer 200 mesurettes, mais si vous n'en faites rien, on reste au même niveau. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que ceux qui revendiquent le fédéralisme, d'ailleurs là où vous péchez dans le règlement de ce conflit, vous auriez même pu éviter les villes mortes à Bamenda et à Bouya en leur donnant ce fédéralisme. Parce qu'en réalité, je ne suis même pas sûr que ça vous enlève rien. Puisque le fédéralisme en tant que tel, on y met ce qu'on veut. Un peu comme vous avez fait la décentralisation. On peut dire que... Est-ce que vous savez que le fédéralisme est très difficile à mettre en place? Non, c'est tellement facile. Je suis en télévision pour en parler. S'il vous plaît, on n'entend pas. Augustin, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste laisser Jean Crépin? Voilà. Alors, je pense, ça dit pour répondre à Mme Lehmann, il y a un problème. Je ne comprends pas comment on peut parler de faire remonter les faits historiques. On a eu un problème. Le Cameroun a une histoire. Oui, mais cher monsieur Niamsi. On sait bien que le Cameroun a une histoire. Depuis 1918 et même avant. Je ne vous ai pas coupé la parole tout à l'heure. Merci. Donc, le Cameroun, ça dit, on se retrouve là, il y a un problème important. On a vu comment pour régler un problème de crise, là où il fallait juste un dialogue. Et d'ailleurs, M. Cabradibi a fait des plateaux TV pour expliquer, demander l'apaisement. Il a crié haut et fort. Il a fait des plateaux TV pour exprimer cela. Il n'a pas été écouté. Aujourd'hui, parce que le problème dépasse déjà le cadre camerounais et qu'il y a les institutions internationales qui sont entrées dans le jeu, M. Biya libère
Non, mais les mesures citées par madame ont été mises en place avant l'intervention de la communauté internationale. Quand vous prenez une commission pour dire, vous nommez les mêmes personnes qui persécutent ces gens-là, ils vont aller faire quoi? Les mêmes personnes sont nommées dans ces commissions. Quelle est la personne neutre qui a été dans cette commission? Il n'y a personne. C'est les mêmes gens du RDPC qui persécutent la population, qu'on nomme dans ces commissions. Et on va nous parler de commission, il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission au Cameroun. Pour qu'il y ait une commission, toute la société camerounaise doit être, surtout en ce qui concerne de problèmes ethniques, en ce qui concerne le problème de langue au Cameroun, on ne peut pas traiter ce problème avec uniquement les gens du RDPC. Toute la société, ça dit, prêtre, société civile, pasteur, tout le monde doit être là. Mais quand on prend les gens du RDPC, on dit, bon, allez, on nomme tel pour aller régler un problème anglophone. Non. Et là, ce côté, Kabalibi a bel et bien soulevé. Il faut un dialogue, il faut un apaisement. Et pour qu'il y ait, qu'on retrouve la calmie, qu'on retrouve le calme au niveau anglophone, il faut un dialogue national. Il faut discuter. Et le RDPC ne discute pas. Très bien. Alors, on va laisser M. Moïse Esso qui souhaitait intervenir. On vous écoute, Moïse. Oui, c'est un peu difficile comme ça à distance, surtout quand on dit des choses. Tout à l'heure, quand je parlais de réparation, c'était pas pour lancer des fleurs à Paul Biya, je disais que c'était un début une façon de dire il y a une injustice. Voilà, on l'a pas réparé. En fait, c'était pour dire qu'il n'a fait aucun geste d'apaisement, c'était juste, il essaye de diminuer l'injustice parce que... D'accord avec toi, Moïse. Vraiment d'accord. Alors, pour revenir à ce que j'ai entendu là, et je vais d'abord dire que le contexte historique, Paul Biya l'hérite depuis quand même 35 ans. Donc, ça veut dire que quelque part, on ne peut pas, 35 ans après, invoquer simplement le fait que quand j'étais arrivé il y a 35 ans, c'était comme ça. Donc, on a le temps de corriger, ça c'est la première chose. Donc, ça, ce n'est pas un argument. La deuxième chose, c'est que Madame Leman nous a cité les quelques mesurettes qui sont souvent d'ailleurs plutôt de la distribution aux affiliés du RDPC qui vont encore aller se présenter dans ces mêmes... en tout cas, quand les postes qu'on a ouverts, comme vous dites, on le sait comment ça se passe au Cameroun, c'est toujours les mêmes qui ont les mêmes postes, que ce soit ouvert parce qu'il y a eu un problème dans le nord-ouest, sud-ouest, ou que ce soit ouvert comme d'habitude dans d'autres régions, c'est quand même encore toujours les mêmes. Donc le système n'améliore pas le quotidien de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Par contre, il y a eu tous des commandements, quasiment, moi je l'appelle commandement opérationnel, toutes ces colonnes de militaires, là ça a impacté systématiquement tout le monde. C'était pas quelques emplois pour 80, 100, 200 personnes. C'était tout le monde qui était impacté. Quand on a coupé l'Internet, on a coupé l'Internet pour tout le monde, toute la population. Donc ça veut dire que les mesures qu'il a prises, qui ont impacté négativement toute la population, n'ont aucune commune mesure avec les petites mesurettes qui se sont adressées à un petit groupe de gens, et juste parce qu'on est allé rencontrer, on fait une commission pour aller rencontrer qui? Moi, je ne sais pas qui c'est les membres de cette commission du bilinguisme sont allés rencontrer à Parenda, à Boya, à Tiko, et je ne sais pas, à Mouyouka et autres. Je ne sais pas. Ils n'ont rencontré personne. Donc, il faut quand même d'abord arrêter un peu la démagogie. Parce que le problème est grave. On ne peut pas continuer, comme le RDPC le fait souvent, de jongler avec la vérité, de jouer avec des belles expressions de communication pendant que les gens souffrent sur le terrain. La troisième chose, c'est que la question camerounaise a été posée depuis l'indépendance et nous sommes en train de la payer. Quand l'Union des populations du Cameroun, nous connaissons tous cet extrait de Ounyobe, ce petit extrait audio, où il parle à l'ONU. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les populations de mon pays m'ont mandaté pour venir parler de la réunification et ensuite de l'indépendance. Le régime france-africain s'est organisé pour donner l'indépendance, soi-disant, nominale, aux côtés des francophones, et on a volontairement omis de poser la même question à la partie dite britannique, qu'on a rattaché de force au Nigeria et l'autre partie au Cameroun. Là est la source du problème. L'UPC avait dit, on se réunifie d'abord, on a un projet politique et sociétal commun, parce qu'entre 1919 et 1960, il y a eu des administrations différentes. La Grande-Bretagne n'administrait pas ces territoires comme la France. Donc il y avait déjà une certaine divergence dans la manière même de faire de la politique, dans la manière de considérer soi-même par rapport à l'ancienne métropole. Eh bien, il était nécessaire d'avoir un projet politique commun. Ça n'a pas été fait. C'est maintenant que ça doit être fait. Mais pour qu'on ait un projet politique commun avec tout ce qui s'est accumulé de frustration légitime de la part de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce n'est pas seulement d'un dialogue qu'il faut. Il faut revenir à la question nationale et la souveraineté. À partir du moment où les Camerounais seront entre eux, le problème sera résolu. Tant que le Cameroun entier, nord-ouest, sud-ouest, littoral et centre, sera toujours sous la coupe de la France-Afrique, ça ne sera jamais réglé.
Donc il y a aussi cette dimension qu'il faut comprendre. Et les anglophones, comme on les appelle couramment, souffrent de ça plus que nous qui sommes soi-disant francophones, parce qu'ils ont une double souffrance. Non seulement la souffrance de tous les autres au quotidien, mais ils ont aussi la souffrance d'une négation d'une partie de leur identité. Et c'est ça qui fait que leur problème est plus exacerbé que celui des Bayamselam, mais c'est le même. Il est juste un peu plus exacerbé. Nous avons besoin d'être ensemble auprès de nos frères anglophones. Non pas pour couper le Cameroun en deux, ça ne sert à rien, parce qu'on résout des problèmes quand on se met ensemble, pas quand on se morcelle. Mais on a besoin d'être avec eux pour les soutenir contre ce régime qui nous fait du mal à Yaoundé comme à Bamenda, qui fait du mal à Douala comme à Garoua ou à Diko. Voilà l'une des solutions. Il ne faut pas chercher à diviser les Camerounais en disant vous êtes pour ou contre le fédéralisme, pour ou contre, alors que les vrais problèmes sont les problèmes qui se posent à Tico, qui se posent à Douala, qui se posent à Bertois de la même façon. Merci beaucoup Moïse Esso. Jean Crépin-Niamsi, vous souhaitiez réagir? Je souhaite réagir déjà. Michel, votre analyse, c'est-à-dire, je peux dire, elle tient la route sur un côté, mais quand vous prenez l'exemple du Canada, le Canada est un pays qui fonctionne en termes de provinces. Déjà, donc, ce qui fait que... C'est une fédération. C'est une fédération, oui, mais il y a des provinces, c'est-à-dire ce qui fait que on a quand même un premier ministre qui est quand même premier ministre, mais qui est sous les, on va dire ça, sous les ordres, sous les ordres de la reine d'Angleterre. Et dans toutes les autres provinces, on a le premier ministre, c'est un gouvernement. C'est un choix. C'est une fédération, on va aller sur ce côté. C'est un choix. Oui, aussi, c'est un choix aussi. Ça s'appelle la fédération. Bien sûr. Bon, d'accord. Ça, c'est la première chose. Et là aussi, on a un problème en termes de, est-ce que les Canadiens sont bilingues? Non, les Canadiens ne sont pas bilingues. Ils sont comme les Camerounais. Ils ne sont pas bilingues. On a ce côté, à contraire, c'est qu'on a une grande majorité qui parle anglais et une petite minorité qui parle français, comme au Cameroun, où on a une grande majorité qui parle français et une petite minorité qui parle anglais. C'est-à-dire, le bilinguisme, est-ce que ça existe? De l'autre côté, on a aussi, d'autres parleront des autres langues locales comme étant des dialectes. Là, on ne va pas entrer dans ce genre de débat parce qu'on ne va pas en sortir. Il y a des dialectes qui sont au Cameroun et il y a deux grandes langues officielles. Maintenant, le choix des langues dépend, parce que si on va aller dans la mixitude, le mariage... Non, mais en fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous pensez que pour vous, au Cameroun, le Cameroun n'est pas un pays multilingue, comme il vient de le dire? Ou vous pensez le Cameroun est un pays multilingue, mais là encore, je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est-à-dire, c'est un pays multilingue. Ça, c'est sûr. Bon, on ne va pas... Mais je dis, quand on sort de là, d'autres nous parleront que on ne peut pas parler de nos langues comme étant des langues, mais ce sont des dialectes. Ça, c'est encore un autre débat. C'est notre débat. Donc, mais maintenant, je vais terminer dessus. Je vais terminer sur au niveau pour régler le problème. Alors, Michel, je vais terminer. Oui, exactement. Je vais terminer. On va juste le laisser réagir. Ils sont au téléphone. Je vais terminer pour vous laisser réagir. Donc, je parle au niveau maintenant des enseignants, c'est-à-dire quand on dit de la mesure que le gouvernement a prise en envoyant des enseignants par-ci, pour moi, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire prendre des enseignants francophones envoyés du côté anglophone, des enseignants anglophones, peu importe, ça ne règle pas. 1552. Peu importe le chiffre, peu importe le nombre. On ne s'en fout pas, c'est considérable. Donc, le problème, ça ne règle pas le problème anglophone. Il y a un débat. Michel venait de soulever ça. Moïse a parlé, Augustin a parlé. Malheureusement, je trouve juste que Mme Deman, elle est seule de l'autre côté. C'est-à-dire, ça va régler le problème quand on va s'asseoir, dialoguer sincèrement et on va trouver une solution. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue, tout ce qu'on est en train de faire, là, c'est la poudreuse. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. On va laisser madame. Monsieur Jean Crépin-Niamsi. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de la poudre aux yeux. Tant qu'on ne va pas s'asseoir pour dialoguer et discuter sincèrement pour régler ce problème anglophone, on va envoyer les enseignants de l'autre côté, 1500, 2000, 4000, ça ne va pas régler. Très bien, ça fait deux très bien. Alors, il faut que je réagisse, sinon je vais oublier. S'il vous plaît, s'il vous permettez, allez-y. Ce sera très court. Vous avez dit que votre président a hérité d'un contexte historique. Oui, d'un contexte historique qui est assez lourd. Enfin, vous avez repris ce vocable-là qui est assez lourd. Moi, on a tendance, nous, à dire au quartier, quand on ne peut pas, on laisse. Donc, laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Je veux dire par là que quoi? Il n'est pas obligé, s'ils sont incapables,
de faire la brutalité dans laquelle il s'est non, même pas qu'il s'est hissé, mais il s'est enfui, comment dire ça. Il est rentré dans une brutalité qui aujourd'hui radicalise les populations anglophones. Ce que moi je crains aujourd'hui, c'est que même s'il venait à abandonner le pouvoir, c'est que l'héritage qu'il laisserait serait encore beaucoup plus lourd que ce qu'il a trouvé. Oh, je croyais que tous les problèmes du Cameroun seraient réglés. Laissez-moi finir, Madame Lehmann, je ne vous interromps pas. Non, c'est une boutade. Donc, ce que je veux dire par là est que vous ne pouvez pas poursuivre parce que il a fait recruter des enseignants, etc. Je dis une fois de plus, il n'avait pas besoin d'avoir des crises pour faire cela. Mais cela étant, ça ne résout pas. À aucun moment, les anglophones n'ont dit qu'ils souhaiteraient qu'on recrute tant d'enseignants. Ils ont dit qu'il faudrait que ce soit conforme à leur culture linguistique. Mais le problème qui est là, c'est qu'on les a d'abord brutalisés. On a rompu les lignes Internet, etc. On a fait toutes les agressions qui ont été perpétrées et ensuite derrière, on vient faire des mesurés. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que c'est très simple. Si vous voulez réellement penser qu'on puisse sortir de cette crise, ce n'est pas les mesurés qui vont résoudre la crise. Nous, au MRC, il y a un communiqué qui a été rendu public sur cette question. Et d'ailleurs, le président du MRC a fait plusieurs sorties sur la question. On va y revenir, s'il vous plaît. On va y revenir, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, on laisse Madame Véronique Lehmann vous répondre et ensuite on avance dans le débat, si vous permettez. Je vous permets. Merci. Je voudrais réagir, permettez-moi de réagir par rapport à nos deux intervenants. Bien sûr. Qui, Monsieur Moïse Esso et Michel Olinga. Le premier, c'était Moïse Esso, qui a très bien analysé le contexte historique, et Monsieur Olinga, qui est un professionnel de la question, qui a également entériné, qui a dit que M. Biya, quel que soit le gouvernement, quel que soit le j'aimerais qu'on me laisse parler. Okay, soyez galant, monsieur. Je suis galant. Le code doit être galant. Monsieur Esso a dit qu'il y avait un contexte historique, quel que soit le gouvernement, qui aura à régler. Dois-je rappeler que M. Biya, on a beau dire, il est arrivé au pouvoir il y a 35 ans, il y a même 100 ans, qu'on rajoute des années. Non, mais qu'on rajoute des années, mais on ne peut pas diriger le Cameroun, on ne peut pas diriger le Cameroun comme n'importe quel pays. Il y a de la complexité au Cameroun, il y a de la diversité, il y a de la pluralité face à l'universalité. Je voudrais dire, pour poser le décor, qu'ils ont reconnu qu'il y a un contexte historique. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Personne ne nie le contexte historique. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur. Soyez galant, une fois de plus. Vous voulez être au pouvoir, respectez les femmes. S'il vous plaît, messieurs, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur. Je m'insurge contre des plateaux où on ne laisse pas parler les intervenants. On a dit qu'on laissait parler chacun, on est dans le débat, on veut le bien pour le Cameroun. Les deux intervenants au téléphone ont posé le contexte historique. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. À l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait Mantoum, Choliré. Je ne voudrais pas rafraîchir la mémoire, mais il y a des choses qui ont été faites dans ces zones-là. Je ne dis pas qu'on doit tirer sur nos frères anglophones. Je continue à les appeler nos frères anglophones. Madame Oyo, je sors de Londres. Je sors de Londres. J'ai rencontré certains dirigeants de la diaspora anglophone suite au forum de la diaspora. Ce qu'ils vous disent, ils vous disent... Non, mais s'il vous plaît, ce qu'ils nous disent, le forum du RDPC ou le forum de la diaspora? Le forum de la diaspora, ce n'est pas le forum du RDPC. Non, mais vous confondez le RDPC. Il y a le vrai forum qui s'organise le 13, 14 et 15 en France. Vous confondez le RDPC. Il y a le vrai forum qui s'organise le 13, 14 et 15 Monsieur Yamsi, vous avez la mauvaise manie de confondre nos partis, un parti politique et un État. Je voudrais vous rappeler que le RDPC, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est un parti politique, il est différent de l'État. S'il vous plaît. J'ai horreur de la confusion. J'ai horreur de la confusion. Nous représentons nos différents partis sur le plateau. Nous avons des parcours différents. Moi, je ne me sens pas... Je n'ai pas de parti, moi. Non. J'ai pas de parti. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous représentiez... Non, ça dit, j'ai pas de parti. Monsieur Kamel n'a pas de parti politique. Peu importe. Merci. Peu importe. Je voudrais que vous fassiez une différence entre le RDPC, qui est un parti politique, et l'État, qui est autre chose. Je reprends. Puisque vous ne faites pas la différence. Monsieur Jean Crépin, je fais la différence. Plus moi qui suis sur le plateau, je suis du RDPC, mais je ne représente pas l'État. Je ne représente pas l'État. Donc faites la différence, s'il vous plaît. Vous représentez la gestion de l'État. Je ne représente aucune gestion parce que je n'ai pas de mandat de gestion. Messieurs, s'il vous plaît.
par contre, Soyez je suis au respectueux parce qu'on RDPC. ne s'entend pas. Non, mais laissez-moi répondre à On ne monsieur s'entend Yamsi. pas du tout. Les intervenants qui sont au téléphone n'entendent pas du tout. J'aime pas l'amalgame. Nous sommes sur un plateau sérieux. Allez-y, Il madame. faut que les gens aient de la hauteur d'esprit. Je voudrais dire qu'il y a une différence entre le RDPC, qui est... Non, c'est pas une injure. Mais vous aurez le temps largement de répondre, monsieur, s'il vous plaît. Je vous prie de me croire. Je voudrais, on a commencé un débat en off, je voudrais que vous fassiez la différence entre un parti politique et un État. Trop souvent, cette confusion est faite. Et je m'inscris en faux sur cette confusion. Moi qui suis sur le plateau, je suis au RDPC pour faire évoluer les réflexions, les débats autour du Cameroun. Je ne représente ni l'État, ni le parti. Par contre, je représente le RDPC en tant que délégué à la communication, pas pour défendre ce qui ne se passe pas bien, mais pour contribuer au débat, pour contribuer à la construction de l'avenir du Cameroun. Donc, s'il vous plaît, dorénavant, faites la différence entre le RDPC. Être dans un parti politique, c'est avoir l'envie de construire la cité à travers un parti politique. Très bien, merci. Alors, pour revenir sur le contexte je suis d'accord sur le contexte historique, je suis d'accord sur l'analyse de M. Esso, quel que soit le gouvernement. Même vous, si vous arrivez au pouvoir, cher RMC, on attend que vous réglez. En tout cas, moi, je suis obligé de constater. Je suis obligé de constater que le MRC aujourd'hui était d'abord au RDPC. Alors vous l'appelez comme vous avez d'abord été au RDPC. Vous avez appris au RDPC. Madame Lehmann, je suis obligée de constater aujourd'hui que l'approche pour régler ce problème, qu'il soit anglophone, moi je ne voudrais pas stigmatiser mes compatriotes par une langue. Parce que définir une nation, construire une nation, c'est pas par une langue, c'est pas par une identité. C'est par ce qui nous réunit, pas par ce qui nous divise. Alors moi, je voudrais qu'on aborde les choses sur le prisme de la question sociale, de la construction aujourd'hui du vivre ensemble. Ce sont des questions qui sont inhérentes à toutes les sociétés où il y a des particularismes face à des paradigmes d'universalisation. Les violations, les violations nous divisent et les arrestations arbitraires nous divisent. Monsieur Augustin Tchamenyi et Monsieur Jean Crépin-Yamsi, s'il vous plaît, vous pouvez respecter quand les autres interviennent parce qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Alors, est-ce que Monsieur Moïse Esso, vous souhaitez intervenir? Oui, en fait, c'est pas moi qui dirige le débat, hein, mais on a fait beaucoup. Et là, je voudrais quand même apporter un petit soutien tactique à Madame Lehmann. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, à Madame Lehmann pour dire que Madame, effectivement, vous ne représentez que le RDPC, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme l'État et le RDPC ont été souvent confondus. Il faut comprendre que cette confusion, comme on ne voit pas la différence sur le terrain, qu'elle nous perturbe un peu. Mais vous avez parfaitement raison, l'État et le RDPC, c'est pas la même chose, même si sur le terrain, c'est souvent ça. Pour revenir donc à ce qui concerne notre débat, moi je pense que je voulais évoluer vers les propositions de solutions, c'est-à-dire le régime a échoué, donc on a tous constaté qu'il a échoué, il a mal géré cette crise, il a alimenté politiquement les sécessionnistes, et maintenant on est dans une impasse qu'on essaie de régler par coup de petites mesurettes, mais qui ne vont rien changer au fond, parce que le problème de fond, les problèmes soulevés déjà, les problèmes sociaux soulevés par les avocats, par les enseignants, par les magistrats, ne sont pas résolus sur le fond. Donc il y a des vrais problèmes sociaux qui ont été soulevés, sans compter tous les autres problèmes qui sont justement des problèmes d'ordre nationaux. Donc la question de l'identité nationale. Eh bien, nous, une des solutions qui peut arriver, maintenant peut-être que je vais trop vite, hein, si vous me dites, Madame Moreau, que je vais trop vite, mais... Qu'est-ce que vous proposez comme solution? En fait, il y a déjà, moi je vous le dis de toute façon, que ces constitutions héritées du régime néocolonial ne sont pas des constitutions sur lesquelles il faut s'appuyer, mais comme disait le Che Guevara, il y a toujours des moments de transition. Il y a des transitions entre une dictature et une véritable démocratie. Une des premières transitions, c'est déjà d'utiliser ce mauvais texte de constitution, mais qui est quand même là. Il y a quand même des articles dans ce texte de la constitution. Il y a l'article 53 à 58, qui consacre ce qu'on appelle les conseils régionaux, avec notamment des délégations de pouvoir. Ces délégations n'ont jamais été organisées. Ça fait 21 ans que cette constitution existe. On n'a jamais mis en place les conseillers régionaux. Même comme c'est un suffrage indirect pour ceux qui connaissent la constitution, c'est quand même une possibilité en déléguant une partie des pouvoirs de l'État. Si on avait organisé ces conseils régionaux, il y a déjà des spécificités que nos frères du Nord-Est, du Sud-Ouest ou bien de l'extrême Nord
par rapport à la question notamment de Boko Haram, entre autres, qui est quand même aussi une question sociétale. Les collectivités territoriales sont organisées dans la constitution même bancale de 1996, où on n'a changé que la limitation des mandats présidentiels. Mais on n'a pas mis en œuvre, vous vous rendez compte, on a mis en application un article, l'article 6, on l'a mis en application en 97, et on l'a modifié en 2011, en 2008, sans avoir jamais mis en application les articles 53 à 58, qui parlent des collectivités territoriales, avec des conseils régionaux qui sont élus par des délégués départementaux, avec une délégation de pouvoir, y compris une organisation financière, et des questions comme l'enseignement, des questions comme une partie du droit, des questions comme une certaine organisation de l'enseignement sous la délégation d'un ministère de l'Éducation nationale centrale, auraient été des solutions à ça. Donc même dans le Cameroun d'aujourd'hui, avec les mauvaises lois scélérates d'aujourd'hui, on peut même commencer à résoudre le problème. Mais le régime n'a jamais voulu le résoudre, parce que la question des Camerounais n'intéresse pas le régime RDPC BIA. Ce n'est pas le bien-être des Camerounais qui les intéresse. Donc ça, c'est déjà une première solution, mais il y en a d'autres. Hein, mais je vais pas... On se rapproche un peu des dernières minutes du débat. Donc on va essayer de synthétiser. Alors Augustin Tchameney, vous représentez, hein, je le rappelle, le MRC. Ouais. Quelles sont vos propositions concrètes, rapidement, pour résoudre cette crise qui touche... Alors, je vais conclure en reprenant une fois plus les propos de Mme Lehmann, qui sont intéressants, et je le répète, elle a dit que nous avons hérité d'un passé historique qui est assez lourd. Bon, je préférais dire autrement, c'est un passé historique qui est précieux. Notre diversité, elle parlait de la colonisation. Qu'importe, mais l'héritage qui en est précieux parce qu'il est certes divers mais très enrichissant. Donc je pense qu'aujourd'hui qu'il faut préserver cela. Dans un cadre que le MRC, il y a 5 ans en arrière déjà, lorsque le parti se lançait, avec son projet de société, on avait intitulé cela « Organiser le vivre ensemble ». Organiser le vivre ensemble dans une nation qui est divisée par l'indigence intellectuelle. Mais vous pensez que les Camerounais sont divisés au MRC? Bien entendu. Bien sûr. Vous pensez qu'il y a une division? Vous ne le pensez pas, vous? C'est une revendication sociale. Ah ben je vous dis, les Camerounais... Mais on ne se bat pas les uns contre les autres. Enfin, vous avez besoin de ça pour pouvoir qu'on est divisé? Je vous dis donc qu'on est divisé. Si c'est un scoop, vraiment, ce serait surprenant. On est divisé, donc il faut réorganiser cela. Et dans cette division-là, l'aspect anglophone, c'est une particularité qui est très significative, parce que là, ça part d'un problème qui est hérité de la colonisation, etc., même si l'autre division part plutôt de la mauvaise gouvernance. Comment en sortir? Le MRC a proposé au gouvernement, et là, pour le coup, en toute transparence, on vous a formulé des propositions de solutions, et qui étaient de 2 ordres. Premièrement, le cadre du règlement de cette crise, et puis deuxièmement, les solutions de fond. Sur le cadre de règlement, on vous a proposé qu'il faudrait constituer une commission nationale qu'on pourrait envoyer à titre de délégation dans les zones anglophones, rencontrer les interlocuteurs anglophones sur place pour échanger avec eux. Cela participerait au dialogue. Alors, ce serait une commission qui serait justement composée de toutes les composants de la société camerounaise, à savoir les autorités religieuses, la société civile, les représentants de partis politiques. Ça donnerait, si vous voulez, un sentiment, justement, un sentiment de recherche de solutions communes, de solutions qui va dans un sens commun. Très bien. Et ça donc cette commission, ensuite en deuxième, vous avez proposé... Sur la résolution au fond, il faut aujourd'hui qu'on prenne en considération le fait que plusieurs choses ont été biaisées et que les anglophones ressentent aujourd'hui comme une injustice. D'abord la conférence de Fumban de 1961, ensuite la réunification en 1972, qui sont des choses dans lesquelles aujourd'hui ne se retrouvent pas. Ils ont le sentiment que chaque fois, à ces deux stades... Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Pour en sortir aujourd'hui, ce qu'eux ils réclament, c'est de repartir, pas de zéro, parce que ce serait pas exact, mais repartir... De refaire un référendum? Pas nécessairement, mais en tout cas, il faut remettre les cartes sur table, rediscuter, renégocier, et ne pas exclure, ne pas considérer, comme à une époque très récente au Cameroun, sur un plateau de télévision, il était interdit de prononcer le vocable fédéralisme, comme si ça brûle. Alors, il faut considérer qu'aujourd'hui, on peut tout rediscuter dans un cadre institutionnel et intégré dans la Constitution, évidemment, avec une option qui est totalement exclue, pour le MRC en tout cas, c'est le sécessionnisme. Et ce que je crains, c'est que
la façon dont les choses sont faites en ce moment radicalise, j'insiste là-dessus. Il y a quelques temps en arrière, on ne voyait pas les emblèmes du Cameroun brûlés, on le voit de plus en plus, sans plus craindre que ça puisse avoir des répercussions. Mais moralement, c'est dur à voir et à supporter. Et ça, la faute et la cause unique, c'est vous. C'est la façon dont ce problème est réglé, avec beaucoup d'amateurisme. Très bien. Voilà. Monsieur Jean Crépin-Yamsi. Oui. Le mouvement, alors... Donc, sur ce côté, je donnerai mon sentiment personnel. Et déjà, pour rectifier un tir tout à l'heure, Monsieur Karbalibi, il est leader d'un mouvement, 11 millions d'inscrits dans les listes électorales. Mais vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Non, j'ai rectifié le tir en disant que, parce que je réponds à Mme Lehmann et à Monsieur Augustin Tchamenei, Monsieur Karbalibi est leader d'un mouvement, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Soyez pas hypocrite. S'il vous plaît, est-ce que je vais terminer? Un mouvement quelconque. S'il vous plaît. Inscription, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Mouvement qui bénéficie à tous les partis politiques aujourd'hui au Cameroun. Donc MRC, est-ce que vous êtes un parti politique? Comment vous vous définissez? On ne se définit pas, on est un mouvement citoyen. Très bien. On est un mouvement citoyen. Est-ce que monsieur Karbalibi sera candidat à l'élection présidentielle? Karbalibi est leader d'un mouvement citoyen. Je ne vais pas répondre à vos attaques là tout de suite, mais je pense que je ne vais pas répondre à cette question. Mais je pense que Karbalibi, il a d'ailleurs prouvé, parce que s'il n'a pas la carrure et la posture, le MRC a essayé de lancer la campagne d'inscription dans les listes électorales, personne n'a suivi. Mais quand Kabral a lancé la campagne d'inscription, on a vu comment les Camerounais se sont mobilisés. Est-ce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, oui ou non? Il est leader d'un mouvement citoyen. Ça, vous l'avez dit, ça y est. 11 millions d'inscrits dans les listes électorales. Vous l'avez dit déjà. S'il doit être candidat aux élections présidentielles, le moment, j'ai dit que le moment viendra, il s'exprimera. Mais pour le moment, tous les Camerounais, ce que les Camerounais savent que Karbalibi est leader d'un mouvement citoyen. Il sillonne tout le Cameroun pour aider, parce que les Camerounais ont déjà été traumatisés par le système en place. Les Camerounais ont déjà traumatisés par le système en place, dans le système que Biya a mis en place pour terroriser tous les Camerounais. Les gens ont peur de s'inscrire dans les listes électorales. Et voilà un jeune homme qui s'est levé, il a pris le courage, il a dit aux Camerounais, allez vous inscrire. Il n'y a que par ce moyen que vous pouvez chasser M. Biya au pouvoir. Très bien. Et enfin, et maintenant, donc, je vais répondre par rapport à la solution. Ça, c'est bon. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, ça, c'est pas des louanges. S'il vous plaît. Non, messieurs, s'il vous plaît. Madame, monsieur. Pour répondre à la question tout à l'heure. Non, monsieur Augustin Tchamenei. C'est votre faute. Je ne vais pas répondre au MRC. Je continue, je vais conclure. Donc, je dis à ce qui concerne le problème anglophone, moi, je reste sur une seule base, le dialogue national. Très bien. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue, on n'aura pas réglé le problème anglophone. Que le système en place cesse de matraquer, cesse de violenter une partie de sa population, d'envoyer ça dit peu importe, que le système arrête et que le système va sur le terrain du dialogue. Et s'il y a une véritable négociation, il y a un véritable dialogue au Cameroun, on va régler le problème. Très bien. J'aimerais bien qu'on avance, s'il vous plaît. Madame Lehmann, rapidement, est-ce que vous pensez qu'il va y encore avoir d'autres mesures pour trouver des solutions aux problèmes Bien évidemment, nous avons commencé au travers d'une dizaine de mesures. J'ai entendu aujourd'hui que c'était des mesurettes. Bon, bah, appelez-les comme vous voulez. De toute façon, j'ai confiance au président de la République qui, je voudrais rappeler ici que le RDPC, le président de la République est différent du RDPC. Le RDPC, on a entendu ça non, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Qui n'a rien de démocratique du tout, vous le savez. Non, monsieur, s'il vous plaît. Trois mesures simples que nous on propose et que je pense que nos instances ont déjà pensé. C'est le départ du président de la République. S'il vous plaît, monsieur Tchamenei, monsieur Augustin Tchamenei, on ne s'entend pas. Trois questionnements. C'est pas la peine, non, j'ai pas besoin d'aider. S'il vous plaît, pas de mauvais esprit, c'est pas la peine. C'est bonne intention. Trois mesures, allez-y madame Lehmann. Trois mesures. Je pense qu'il va falloir repenser ce que c'est que la nation camerounaise aujourd'hui, nos identités. Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est que la communauté camerounaise? Qu'est-ce que c'est que le peuple camerounais? Qu'est-ce que c'est qu'être camerounais? C'est valable
pour les anglophones, c'est valable pour les francophones. C'est des questions, c'est pas des mesures. C'est valable, s'il vous plaît. Ce sont des questions Oui, préalables. Très bien, Ce sont madame, des questions préalables. s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez un calendrier des mesures que vous venez d'énoncer? Nous n'avons pas de calendrier. J'étais en train de vous dire, avant que nous fassions une pause, qu'il y avait des questions préalables à se poser. C'est quoi être Camerounais aujourd'hui? Est-ce que ça se résume à une identité, à une langue? Le vivre ensemble se construit, et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, au fil des années. Donc on a besoin aujourd'hui de repenser ce que c'est être Camerounais, de repenser la citoyenneté camerounaise et la nation camerounaise, indépendamment de l'héritage colonial. Je pense que ça, c'est un préalable. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on a passé des années à construire un État démocratique avec des institutions, même si certaines ne veulent pas le reconnaître. On a connu des périodes où on ne pouvait pas s'exprimer au Cameroun, où on avait qu'une assemblée, les choses évoluent. Aujourd'hui, je pense que par le bout de la question sociale, c'est pour ça que cette question anglophone, je refuse qu'on parle de crise, nous donne un prétexte pour interroger notre État social. Que faisons-nous pour vivre nos solidarités, la cohésion, le lien social? Et je suis d'accord avec M. Linga quand il dit que la décentralisation qui a été amorcée dans la Constitution de 1996 est l'une des pistes pour que le pouvoir, l'État soit prêt des besoins du bien-être des populations. En tout cas, c'est pour ça que je me suis engagée, moi, au départ, pour le bien-être des populations camerounaises. Très bien, merci beaucoup. Vous n'avez eu de cesse de rappeler au cours de ce débat que vous appartenez au RDPC. Je rappelle que le RDPC est bien le parti du président de la République, Paul Biya. Est-ce que vous pensez qu'il va se représenter pour la prochaine élection présidentielle? Vous poserez la question au président Paul Biya. Vous n'avez pas du tout des pistes à nous donner? Vous poserez la question au président Paul Biya. Je pense que le moment venu, il déclarera sa candidature, s'il doit se présenter ou pas. La décision lui appartient. La décision n'appartient pas à sa déléguée à la communication section. Très bien. Alors, est-ce que M. Maurice Kamto, du MRC, président du MRC, se présentera à l'élection présidentielle? C'est une question futile. C'est une question futile, très futile, qui n'intéresse pas du tout les Camerounais. Du tout. Alors qu'il est non. Moi, je pense que... Mais vous avez posé la question sur ce qui concerne Cabral. Ah oui, pas bien. Avec Cabral, oui, mais on va laisser M. Tchameni répondre à la futilité de la question. Oui, c'est intéressant parce que en ce qui concerne M. Pabillard, on sait très bien que beaucoup de Camerounais ont... Non, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si M. Maurice Kamto, président du MRC, sera candidat ou pas. Du MRC, est-ce que vous allez vous présenter, oui ou non? Répondez. Je vous assure, Madame Leman. Exactement. Il a parlé de Cabral tout à l'heure, que est-ce que Cabral sera candidat? Mais c'est une question gênante. Exactement, mais quand on pose la question au MRC, il ne parle pas. Mais il dit que c'est une question de futurité. C'est incroyable. Non, le temps de conclusion était si court que je ne voulais pas l'abîmer à répondre à cette question. Mais si vous insistez, il va y avoir une convention très prochaine du MRC et le candidat à l'élection présidentielle 2018 sera désigné dans ce cadre-là. C'est pour ça que je ne veux pas répondre. Donc c'est pas sûr que ce soit M. Maurice Kamto. Non, pas du tout. Nous sommes un parti démocratique. On ne s'appelle pas démocratique, mais on le fait. Il vaut mieux le faire que de dire. Donc, et concernant M. Cabral, j'ai dit une fois de plus, c'est surprenant qu'un chroniqueur de télé veut devenir président. Il a le droit de le faire. Mais c'est juste parce que vous avez... Un chroniqueur de télé. M. Cabral est enseignant d'université. Il est directeur. On va le laisser faire une proposition. Pour le moment, il critique. Faites une proposition. M. Tchameni, faites une proposition. Il y a un gap. Mais je dis une fois de plus, c'est une bonne chose. Parce que Maurice Kamto était quoi? Mais que M. Cabral vienne prendre la place de nos amis en face, ce serait une bonne chose. Parce que je suis sûr qu'il ferait mieux, puisque tout le monde peut faire mieux que vous. Donc moi, je ne suis pas là. Est-ce qu'il va y avoir une association entre le mouvement citoyen, Cabral Liby et ce n'est pas une association. Le mouvement citoyen appartient à tout le monde. Le mouvement citoyen, le MRC, le RDPC, tout le monde. Le mouvement citoyen, tous les partis politiques. Alors, messieurs, s'il vous plaît, on va devoir... Les coalitions se font entre partis politiques. Vous passez votre temps à critiquer le RDPC. Faites des propositions. Monsieur Niamsi vous a dit que Cabral Liby n'est pas un mouvement de parti politique. C'est un mouvement citoyen. Donc, ce qui veut dire ils peuvent évoluer vers un parti politique. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu que M. Cabral ait en sa possession une carte de MRC, par exemple. Ça ne pas exclu. Ah, très bien, ce qu'on souhaite. On va laisser, s'il vous plaît, on va écouter aussi nos intervenants au téléphone. Monsieur Moïse... On n'a toujours pas de proposition du MRC. S'il vous plaît, Monsieur Moïse Esso, est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur la prochaine élection présidentielle au Cameroun? Oui, j'ai plusieurs choses à dire, mais je vais faire court. D'abord, la première chose... Bien sûr, bien sûr. Donc la première chose d'abord, c'est que je pense que 2018 doit être Monsieur Paul Biya, nous devons tout faire pour l'empêcher de se présenter parce que nous savons qu'il va se présenter.
Il n'a pas changé la Constitution en 2008 pour que quelqu'un d'autre en bénéficie le moment venu. Donc, c'est pour que lui-même en bénéficie. Donc, ça n'a pas de sens, il ne se présente pas. Il va se présenter et ça fait partie de son programme politique, c'est qu'il meurt au pouvoir. Donc, nous allons essayer de tout faire pour qu'il ait une retraite méritée hors du pouvoir. Ça, c'est la première chose. Vous allez proposer un candidat de l'UPC Manidem? Non, le problème c'est que l'UPC Manidem ne va pas présenter un candidat dans des contextes électoraux biaisés d'avance. Nous allons travailler d'abord au contexte électoral. Et dans ce cas, je tiens à dire une petite chose, une toute petite chose, c'est que M. Liby, puisque bon, il a son représentant là, c'est une bonne chose de vouloir qu'il y ait des gens sur les listes. C'est une bonne chose de vouloir qu'il y ait des gens sur les listes, mais c'est encore une meilleure chose de faire en sorte que le vote de ces gens-là ne soit pas détourné le moment venu. Or, si on ne change pas le système électoral, M. Paul Biya pourrait toujours dire que 9 millions de gens ont voté pour lui s'il y en a 11 qui sont inscrits, comme il dit aujourd'hui qu'il y en a 5 qui votent pour lui quand il y en a 6 qui sont inscrits. Donc, de toutes les façons, le contexte électoral, les conditions électorales vont déterminer si nous présentons ou pas un candidat, parce qu'on ne va pas aller faire la mascarade dont on sait parfaitement quelle est la finalité. Nous appelons donc les Camerounais à se battre, en même temps qu'ils vont peut-être s'inscrire sur les listes, mais qui se battent surtout pour qu'il y ait une véritable commission. Que Elekam cesse d'avoir les pouvoirs que Elekam a. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Moïse Esso. Je rappelle que vous êtes en Belgique. Je vais repasser la parole à Madame Véronique Lehmann. Dernier tour de table. Est-ce que, quand même, là, pour le coup, on ne peut pas dire que c'est la faute du président de la République si nous ne sommes pas encore prêts, en tout cas pour l'organisation de cette CAN? C'est la faute du président de la République, Madame oui. Moyo, vous êtes sérieuse? Il nous faut des infrastructures, il nous faut un certain nombre de choses. Le président de la République s'est engagé personnellement. Après qu'il y ait eu la polémique, justement, est-ce que vous pensez, pardonnez-moi, mais le président de la République ne peut pas être responsable de tous les maux de la terre, de tous les maux du Cameroun. Le président de la République donne une stratégie, un cap. Ensuite, il y a un gouvernement, il y a une équipe pour mettre les choses en œuvre. Je suis désolée, mais ça ne peut pas être la faute du président Paul Biya. Il a donné un cap, c'est c'est Dieu? C'est pas Dieu, c'est pas Dieu, je ne vous permets pas de dire ça. C'est une question. Monsieur, non, respectez sa fonction, il est président de la République. Et croyez-moi, être président de la République du Cameroun, c'est plus facile à critiquer quand on ne l'est pas. Que de l'être, c'est compliqué comme tâche. Je vous assure que la responsabilité... Monsieur Augustin Tchameni, s'il vous plaît. Je vous disais que ce n'est pas sa responsabilité si on n'est pas prêt. Il a donné des instructions, il a donné les moyens pour organiser la CAN. Maintenant, il faut que son équipe sur le terrain, et j'ai confiance au président de la République, il s'est engagé personnellement. Il s'agit de sa légitimité, de sa crédibilité, de son honneur. Je suis sûre qu'on sera prêt, en tout cas pour le football, qui est l'une des choses qui rassemble le peuple camerounais. On en a besoin, nous serons prêts pour la CAN. En dépit des oiseaux du mauvais augure qui peuvent prôner tout ce qui est noir pour le Cameroun, moi je suis confiante pour un Cameroun qui va organiser la CAN indivisible et uni autour des frères. Merci. Jean Crépin-Niamsi, est-ce que vous pensez qu'on sera prêt pour la CAN, pour accueillir la CAN? Rapidement, parce qu'on est vraiment rapidement, à la fin. Mais avant d'arriver, de conclure par rapport à mon temps de parole, je vais juste dire que il y a le gouvernement Biya, je parlerai du gouvernement Biya, est responsable de cette cacophonie. Parce que quand une institution légale ne crédibilise pas une élection au niveau de la CAF, et que c'est la FECAFOOT, hein, oui, et que monsieur le ministre des Sports, le ministre des Sports, le ministre des Sports intérim, c'est-à-dire outrepasse. Donc ils ont créé cette cacophonie, et là on se retrouve aujourd'hui. Or, il y a des enjeux. Vous avez parlé de ces enjeux tout à l'heure. Nous sommes en train de préparer les élections en 2018. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas de stade. Monsieur Biya nous dit qu'il prend la garantie d'organiser la Coupe d'Afrique en 2019. Est-ce qu'il est en train de nous préparer déjà le hold-up électoral? Est-ce qu'il est sûr d'être encore au pouvoir en 2019? Donc ça veut dire que monsieur Biya ne peut pas prendre des engagements. Aujourd'hui, sachant que les élections c'est en 2018 et la Coupe d'Afrique c'est en 2019, il ne peut pas prendre des engagements alors qu'il ne sera... C'est-à-dire... donc il y a beaucoup d'événements. Pour vous, on ne sera pas du tout prêt pour accueillir cette compétition. Sauf si, vous savez, nous connaissons la méthode du système biaïste et du RDPC. Il y a l'agent de la FECAFOOT, il y a l'agent de la FIFA,
ils vont attendre 2018 pour amorcer les travaux et comme ça récupérer ce qu'ils sont en train de faire pour dire voilà ce que le RDPC est en train de faire. Et le Cameroun sera dans tous les chantiers. On va se retrouver, c'est-à-dire ils vont profiter. Et je sais que c'est pour cette raison qu'ils ont traîné le pas pour commencer ces travaux et dire... C'est une polémique finalement qui va leur profiter. Ça fait partie de la stratégie. Pour moi, ça fait partie de la stratégie pour amorcer 2018. Mais comme les Camerounais ne sont plus dupes... Excusez-moi, monsieur Jean Crépin Yamsi, quand même, c'est une théorie un peu folle parce que les hôteliers qui ne sont pas prêts, est-ce que c'est de la faute aussi du gouvernement ou pas? Mais ils ont un budget pour gérer tout ceci. Ils ont un budget pour construire les stades. Ils ont un budget pour faire ceci. On ne peut pas confier, ça fait 3 ans qu'on a confié l'organisation de la CAN au Cameroun. Il est inadmissible qu'en 2017, rien n'est fait. Très bien. Donc pour vous, on est à la traîne. On va laisser répondre monsieur. Vous déjà parti à l'ESM, non? Pour faire quoi là-bas? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais terminer. Juste pour répondre par rapport à ça. Cabral Libi, qui n'est même pas candidat à une élection présidentielle, à l'heure où nous parlons, qui est leader d'un mouvement citoyen, est allé au nord du Cameroun. Il a sillonné tout le nord du Cameroun. Très bien. Il a sillonné le Cameroun. Avançons dans le débat, s'il vous plaît. Je vais conclure. Oui, madame. Là, tout de suite. Oui, je conclue. Donc, c'est juste pour dire, s'il y a un candidat courageux au Cameroun à l'heure actuelle, c'est Cabral Libi. S'il y a un leader. S'il vous plaît. Très bien, merci. Non, excusez-moi. Un leader courageux au Cameroun à l'heure actuelle, c'est Cabral Libi. Mais je suis candidat aussi. Il est candidat à une élection législative. Il a dit bel et bien qu'il sera candidat à une élection législative. Mais je parle en termes de leader. Le leader est allé au nord, à l'extrême nord. Il a sillonné le Cameroun. Donc Monsieur Jean Crépin Yamsi, ce n'est pas le propos de ce débat. Très bien. Merci. Monsieur Augustin Tchamini. Il est allé aux États-Unis, faire des photos. Il faut répondre à la question. Il faut répondre à la question sur la compétition. On va pas cette polémique. Pour la première fois. Bon. Moi, je pense pour conclure. L'affaire Cabral Libi vous intéresse. S'il vous plaît. On va prendre d'abord M. Moïse Esso qui doit nous laisser. M. Moïse Esso, est-ce que vous pensez que cette compétition aura lieu? Ben, je pense que dans l'enquête électorale de 2018, et pour ne pas perdre la face et pour distribuer de l'argent à gauche à droite et essayer d'endormir les Camerounais, M. Paul Biya est tout à fait capable d'obliger de faire des bouchées doubles, de faire des stades à moitié finis, mais qui sont quand même, qui donnent l'impression que c'est des stades finis, et qui est quand même quelque chose qui se passe. Donc de ce côté-là, je ne dis pas que il va échouer entre guillemets, parce que c'est quand même beaucoup pour lui de pouvoir organiser cette CAN. Ce serait quand même une énorme honte, et c'est un homme qui est dictateur comme il est, a plus d'égards pour son image que pour le bien-être du peuple camerounais, donc il ferait peut-être tout. Par contre, ce que je veux dire, c'est que cette CAN-là risque de faire comme la Coupe du Monde au Brésil, c'est-à-dire laisser après un champ de désolation totale, aussi bien au niveau économique, aussi bien au niveau de la société et de toutes les infrastructures. On se rend compte que dans un pays dictatorial qui va mettre beaucoup d'argent, plus que les autres stades, on entend dire que les stades au Cameroun vont coûter 10 fois plus cher qu'en Égypte et même dans les pays européens qui ont des stades d'un autre niveau de qualité, mais au Cameroun, ça va être encore une manne à détournement. Et ce qui va se passer, c'est qu'après ça, il y aura de nouveau une désolation totale. Et je pense que ça, c'est une désillusion que le peuple camerounais risque de vivre si on s'attache à cette histoire de CAN. Et nous appelons les gens à ne pas lier la CAN à M. Biya. Merci beaucoup Moïse Esso. Je rappelle que vous étiez en ligne avec nous durant tout le débat. Merci encore. Monsieur Augustin Tchamini, est-ce que vous pouvez conclure rapidement ces quelques mots? Mais avant, il faut répondre à la question. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, la compétition que nous attendons tous, cette CAN aura lieu en bonne et due forme au Cameroun? Alors, donc, pour conclure, donc, je remercie une fois de plus la combativité de madame Véronique Lehmann. Et surtout aussi sa courtoisie, parce que je m'attendais à pire dans ce débat. Alors, moi je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, et là par contre je suis totalement en désaccord avec madame Lehmann quand elle dit que le président ne peut pas en être responsable. Elle dit par ailleurs que le président a pris des engagements. Il faut bien donner qu'il y ait de la cohérence dans ce que vous dites, madame. Donc, c'est très cohérent. Quand on prend les engagements, on en est responsable. Donc, cela étant, ce n'est pas parce que la CAN est une bonne chose, que les Camerounais adorent la chose sportive, et en particulier du football, qu'il fallait absolument qu'on organise une CAN.
nous n'en avons pas les moyens, ni financiers, ni organisationnels. C'est-à-dire que, ni infrastructurels, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, n'en déplaise à Mme Lehmann, les autorités footballistiques de la CAF et la FIFA, et en particulier son président, a dit que le Cameroun ne serait pas prêt, même à 4 clubs. C'est-à-dire que même à 4 équipes, on ne pourrait pas organiser. Alors, il a peut-être un petit peu exagéré. La CAN féminine. Il a un petit peu exagéré, mais je pense, quand on connaît le Cameroun, je connais parce que j'y suis régulièrement, je pense qu'aujourd'hui, du point de vue infrastructurel, en dehors même des stades de football dont on sait qu'on n'est pas prêt, il y a des infrastructures routières qui n'existent pas. Vous prenez une ville comme c'est pitoyable. Très bien. Donc la liaison entre Douala et Yaoundé, c'est pitoyable. Donc, en fait, en réalité, on va peut-être organiser la CAN, puisqu'on s'y accroche. C'est le cadeau empoisonné de notre compatriote Issa Yatou. On l'a accepté, on va l'organiser. Mais Moïse Esso parlait tout à l'heure de nous laisser dans un état de désolation, mais je pense plutôt que ça va étaler encore au plus fort aux yeux du monde entier notre amateurisme et notre incapacité à soigner notre image. Très bien. Alors c'est sur une note de pessimisme que nous refermons ce débat. On espère tout de même que cette CAN aura lieu et qu'elle sera bien organisée avec toutes les infrastructures adéquates et qu'elle va booster en tout cas l'économie de notre pays. Je ne peux pas conclure ce débat sans remercier chaleureusement les invités qui étaient avec moi en plateau, mais également ceux qui ont intervenu par téléphone. Et puis, je remercie mon équipe technique. Je remercie également Laura Sims qui a mis à disposition une make-up artiste pour nous. Et puis enfin, la boutique Aloha Paris. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. À bientôt.